Donc là, le petit ampli audio que vous avez réalisé avec la carte d'Alim au premier semestre, je n'ai pas fait le bar graphe parce que bon, voilà, ici, je le fais fonctionner pour vous montrer qu'il est capable de cracher un peu de son dans une vraie enceinte. Et il sert juste à pouvoir écouter le son que l'on va voir, que l'on va regarder. Hein, mais il n'est pas à utiliser de manière impérative avec le système du semestre 2. Bon, c'est juste que c'est bien d'entendre ce que l'on voit. Et vous voyez ici, il y a un petit truc spécial. En fait, il y a le jack d'un côté qui vient de mon téléphone et c'est un dédoubleur de jack qui permet de repiquer le son pour que, en même temps qu'on l'entend sur l'ampli, on va l'utiliser et le traiter dans notre ensemble de cartes. Puis, je vais être obligé de mettre un peu plus de volume, sinon, vous m'en parliez l'autre fois, la carte ne sera pas assez sensible pour faire marcher les spots. Du coup, le potard qui est ici, là, que vous me parliez l'autre fois, bah, il est à fond. Et donc, vous avez compris ce qui se passe. Celui-ci réagit au aigu, celui-ci réagit au grave. One more time. Bon, et alors à l'oscillo, parce que quand même présentons ce qu'il y a à l'oscillo, vous voyez toutes les traces. Alors, tout en bas, en vert, c'est... alors voilà, je vais essayer de montrer les deux. Tout en bas, en vert, c'est le son qui arrive à l'entrée de votre carte, ici sur le jack. Le bleu, je l'ai branché à la sortie du premier ampli filtrant sur la partie grave. Je ne visualise pas les aigus, on ne va pas tout visualiser, ça fait la même chose après que sur les graves, mais sur les aigus, bien sûr. Donc là, on voit sur la bleue, on voit la sortie de la première carte que vous allez faire sur la partie filtrage que des graves. Ensuite, ça passe dans le traitement pour mesurer l'amplitude et le transformer en MLI, c'est la jaune, qui est tout en haut. Toutes les courbes, la courbe bleue, la courbe jaune, sont en calibre 5 volts par carreau. Hein, donc, quand ça varie d'un carreau, donc un petit créneau, c'est du 5 volts. La première, la verte, elle est en calibre 0,2 volts. Donc, en fait, ça va montrer aussi que la bleue et la verte vont avoir à peu près la même amplitude, mais sur un calibre beaucoup plus petit pour ce qui est de l'entrée, ce qui montre que non seulement ça filtre les graves, mais ça les amplifie aussi, hein, ce qu'on discutait l'autre fois. La violette, je ne vais pas la laisser très longtemps. La violette, c'est pour vous montrer ce qui sort de la dernière carte. C'est-à-dire, en fait, ça mesure la tension qu'il y a sur une des deux bornes du spot. Donc, on part du bas, entrée, sortie de la première carte, la jaune tout en haut, sortie de la deuxième carte, et la violette, sortie de la troisième carte. D'accord ? Alors, plutôt que de mettre de la musique qui m'empêche de donner des explications en même temps, on va regarder avec un GBF qui va envoyer une tension qu'on va maîtriser beaucoup plus. Donc, il y a un GBF qui est caché derrière, que je vais connecter. Alors, les graves, c'est des basses fréquences. Dites-moi, à votre avis, quelle est la plus basse de toutes les fréquences? Du continu. Voilà, le 0 Hz. Et le 0 Hz, c'est du continu. Donc là, avec mon GBF, je suis en train d'envoyer sur la courbe verte, j'espère que vous arrivez à voir le 0. J'envoie une tension continue. Donc, comme elle passe par les graves restituent la tension continue comme le plus bas des graves. Voilà. Vous voyez la verte ici. Là, il y a 0 et je monte la tension en entrée. Je monte jusqu'à 0,2 volts de tension en entrée, 0 volts. 0 volts, 0,2 volts. D'accord? La sortie de la carte qui amplifie et sélectionne les graves, j'ai 0 volts. Quand il y a 0 volts en entrée, j'ai 0 volts en sortie. Et on voit bien qu'elle suit la tension continue. Plus il y a de tension continue en entrée, plus il y a de tension de continue en sortie de la première carte. D'accord? Et elle est limitée à 5 volts. Là, j'ai 5 volts. Là, j'ai 0. Donc, on voit bien l'amplification avec quelque chose comme 0,1 volt en entrée. Ma sortie varie de 5 volts. Ouais, d'accord? Et en haut, vous voyez la MLI. Alors, ce signal MLI, on en parlait l'autre fois. Vous pouvez voir, ça fait tantôt 0, tantôt 1.
Tantôt 0 volts, tantôt 5 volts. C'est ce qui sort de la deuxième carte. Oui. Et vous pouvez constater que la partie électronique de puissance recopie la forme MLI, la forme tout ou rien, 0, 1, le recopie en sortie. Alors, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Comment vous voyez le spot? Vous voyez le spot? Est-ce que le spot clignote? Non. Non. Non, il est allumé en permanence. Et pourtant, regardez finalement ce qui est envoyé à l'entrée de la carte 2, 3 est recopié, même si c'est inversé, sur la carte 3, enfin recopié par la carte 3 et envoyé sur le spot. Et on peut voir que tantôt on envoie de la tension, tantôt on n'envoie pas de la tension. Donc on pourrait s'attendre à ce que ça fasse c'est allumé, c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint, n'est-ce pas? Et pourtant, vous ne le voyez pas clignoter. Pourquoi vous ne le voyez pas clignoter? Quelqu'un a-t-il une explication? Parce que la fréquence, elle est élevée. Vous avez été plusieurs à répondre en même temps, donc je pense que c'est plutôt assez évident. Oui, c'est parce que la fréquence à laquelle le signal jaune est fait, c'est du 1000 Hz, 1000 fois par seconde. C'est-à-dire qu'en réalité, le spot clignote. Il clignote 1000 fois par seconde. Mais ce 1000 fois par seconde, c'est tellement rapide par rapport au temps de réaction du spot lui-même, par rapport à la persistance rétinienne de votre œil, que vous ne voyez pas ce clignotement. Vous ne voyez que quoi? Vous voyez que la moyenne entre c'est allumé, c'est éteint. Ouais? Vous comprenez ça? Ouais. Et vous voyez un éclairage constant, continu, comme le cinéma. Le cinéma, vous savez bien que ce sont en fait des images fixes qui vous sont projetées devant les yeux et que c'est parce qu'elles défilent à une grande cadence que vous ne voyez pas le fait que c'est une image, puis une autre image, puis une autre image, mais vous voyez une fluidité. Et bien là, c'est pareil, vous ne voyez pas le clignotement, mais vous voyez une fluidité, une moyenne de ce clignotement. Ce qui fait que, regardez, ça permet d'avoir quelque chose qui réagit à la moyenne de la tension. Vous voyez, là, le spot est éteint, il s'allume un peu parce que je suis pas longtemps à 1 et je suis longtemps à 0. Et vous le voyez s'allumer plus fort ou pas? Ouais, on Oui. voit. Oui. Ouais. Oui, on voit. Vous voyez, quand c'est pas longtemps à 1, ça s'allume pas fort. Quand c'est longtemps à 1, ça s'allume beaucoup plus fort. Si c'est tout le temps à 1, c'est allumé à fond. Si c'est tout le temps à 0, c'est pas allumé. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche à agir sur le rapport cyclique? Et c'est ça, c'est ce que permet de faire l'action sur le rapport cyclique. D'accord? Ok, ouais. Parce qu'en fait, grâce à ça, ça permet, parce qu'on travaille avec, on appelle ça un découpage, de faire un créneau comme ça par une MLI. Donc ça permet d'envoyer des informations tout ou rien. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que des informations tout ou rien, c'est facile à créer avec un calculateur. C'est aussi pour ça, par un microprocesseur. Et que pour autant, même si on envoie du 0,1, la courbe violette, c'est ce qu'il y a sur le spot, même si on envoie du 0,1, eh bien l'équipement qui utilise ça, parce qu'il est beaucoup plus lent que la vitesse avec laquelle on découpe, il ne réagit pas réellement à cette grandeur, mais il réagit à la valeur moyenne de la grandeur. Monsieur, Oui. vous avez pas dit pourquoi c'est l'opposé, c'est l'inverse. La courbe violette, elle est inverse à celle de la jaune. J'allais le dire juste maintenant. Parce que la courbe violette, ce n'est pas la tension aux bornes du spot, c'est la tension sur une des deux bornes du spot. Et vous avez pu le constater, quand la MLI est à 0, la tension, alors c'est du 15 volts, la voie violette. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais temporairement dérégler mon truc. Voilà, je vais me concentrer sur la voie violette. Et je vais mettre un calibre un peu plus grand. Voilà. Donc là, vous voyez le 0. Là, il y a 3 carreaux, on est sur 5 volts, c'est du 15 volts. Donc c'est bizarre parce que du coup, quand je n'envoie rien au niveau de la MLI, j'ai 15 volts en permanence au niveau d'une borne du spot et le spot est pourtant éteint.
Et par contre, c'est quand l'entrée de la carte 3 est à 1, que là, il y a 0 volt au niveau de cette borne du spot, et que là, le spot, vous le voyez toujours, il est allumé à fond. Oui. Alors, quelqu'un a-t-il une idée de pourquoi observe-t-on ça? C'est-à-dire qu'en fait, là, je mesure une tension au niveau du spot qui est à 0 volt, et bizarrement, le spot est allumé. On s'attendrait plutôt à ce que, on est d'accord, on s'attendrait plutôt à ce que le spot est éteint quand il y a 0 volt et il est allumé quand il y a 15, non? C'est un spot qui est fait pour marcher en 15 volts, hein, bien sûr. Ouais, je sais pas. Non? Je sais pas non plus, monsieur. C'est par rapport au courant, non? Oui, on pourrait le dire par comme ça aussi. Mais on est d'accord qu'il y a un paradoxe. Ouais. C'est pas Ouais. les AOP? Ouais, bah. Alors, ce paradoxe, c'est vient du fait que vous raisonnez comme ça. Alors, je vous fais un petit dessin. Je vous le montre tout de suite. Bah, en vrai, on s'en fout. On s'en fout qu'il y ait une différence. Enfin, on s'en fout qu'il y ait une tension. C'est la différence de potentiel qui est important. Exactement. Exactement. Et là, comme je vous le dis en insistant depuis tout à l'heure, je ne vous montre pas la tension qu'il y a aux bornes du spot, parce qu'on ne peut pas avec cet oscillo le faire. Je vous montre pas la différence de tension, je vous montre la tension sur une borne du spot, ce qui veut dire la tension sur une borne du spot par rapport à la masse. Vous voyez le dessin? Dans votre tête, vous vous dites que on peut faire marcher de base, pour faire marcher un spot, une ampoule, on prend du 15 volts, on met un interrupteur. Si l'interrupteur est ouvert, ça ne s'allume pas. Si l'interrupteur est fermé, ça s'allume, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Oui? Pourtant, là, quand elle est fermée, il y a 15 volts. Voilà. Et du coup, si je regarde la tension qu'il y a ici, alors je ne vais pas regarder la tension ici, c'est 0 volt tout le temps, on est d'accord. Et que si je regarde la tension ici au niveau du spot, eh bien, quand je trouve 0 volt, le spot est éteint, et quand c'est fermé, le 15 volts est ici, et du coup, je trouve le spot est allumé. Ouais. Ouais. Eh bien, ce n'est pas comme ça que c'est branché, puisque ce n'est pas ce qui se passe. On a à l'inverse. Alors, maintenant que je vous ai montré ça, avez-vous une idée de ce qui est, de comment c'est câblé dans la partie de la carte 3? Les câblés avant l'interrupteur sur le dessin. Ouais. On peut le dire comme ça. Il est câblé comme ça. D'accord? Et maintenant, quand l'interrupteur est ouvert, le spot est éteint, mais ici, quelle tension on a? 15 volts. 15 volts. D'accord? Puisque le spot, il n'y a pas de courant qui circule. S'il n'y a pas de courant, c'est comme une résistance, tu es galerie, toujours le même raisonnement. Il n'y a pas de courant dans le fil, même s'il y a un équipement, la tension entre là et là est nulle. Si là, il y a 15 volts, là, je retrouve 15 volts. Ouais. Et Pourquoi bien sûr, Pourquoi on a préféré le câbler comme ça? c'est parce que, alors, je vais vous le dire. Et bien sûr, quand je ferme l'interrupteur, à ce moment-là, le courant passe. Et évidemment, cette bande se retrouve à la masse. Du coup, le courant passe, le spot est allumé. Du coup, on observe, parce que c'est ça que je vous montre à l'oscillo, on observe qu'il y a 0. Ouais. Alors, pourquoi le câble-t-on comme ça? Tout simplement parce que l'interrupteur qui est ici, pour pouvoir l'utiliser facilement et correctement, c'est un transistor, il a besoin d'avoir une de ses pattes à la masse. D'accord? Si on avait un interrupteur qui doit avoir une patte à l'alimentation, on l'aurait câblé comme ça. Mais on utilise un interrupteur qui se doit d'avoir une patte à la masse pour bien fonctionner, donc on le câble comme ça. Et bien entendu, l'interrupteur qui est câblé sur la carte numéro 3, ce n'est pas un interrupteur comme on symbolise en automatisme ou en électrotech, hein, c'est-à-dire ce n'est pas un interrupteur mécanique. Un interrupteur mécanique, c'est l'interrupteur où tu appuies avec ton doigt, ça le ferme, et tu relâches le doigt, ça l'ouvre. D'accord? C'est fait avec un transistor. Et ce transistor, ben, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Eh bien que c'est un transistor de manière simple, c'est un interrupteur, d'abord c'est un composant qui a 3 pattes, 1, 2, 3,
Et parce que c'est un interrupteur qui est commandé électroniquement. Au lieu que ce soit le doigt qui appuie sur quelque chose de mécanique pour fermer un contact, c'est une tension électrique qui fait réagir le composant pour qu'il fasse comme fermer un contact entre les deux bornes où on symbolise l'interrupteur. J'ai écrit 2 secondes. Et que du coup, évidemment, comme c'est un interrupteur contrôlé électroniquement, c'est tout basique. Quand la MLI, c'est-à-dire la MLI, c'est ce qui sort de la carte numéro 2, c'est ce fameux signal qui fait tantôt 0, tantôt 5 volts. Eh bien, quand il y a 0, ça revient au même que de ne pas appuyer mécaniquement. Quand j'envoie pas de tension, l'interrupteur est ouvert. Et si l'interrupteur est ouvert, la LED est éteinte, le spot est éteint. Et quand j'envoie 5 volts, l'interrupteur est fermé et ça s'allume. Eh bien, j'enlève la courbe violette parce que vous avez compris maintenant que, évidemment, cette carte de puissance, bien sûr, l'intérêt, c'est que le transistor, pour le faire conduire ou pas par la MLI, c'est pour ça que je disais piloté par une MLI, ce pilotage qui est fait par la MLI, au niveau de la patte qui permet de le faire conduire ou pas, ça consomme pas d'ampères. Et que de l'autre côté, comme un interrupteur mécanique que l'on branche pour faire marcher une ampoule, eh bien, on peut y faire passer des ampères. La preuve, l'ampoule est allumée. Voilà. Et donc maintenant, plus je mets de tension en entrée, plus j'ai de tension en sortie, plus le temps de la MLI est à 1, et plus ça s'allume fort, et vice-versa. Okay, donc la courbe jaune, il faut bien la prendre, même s'il y a cette inversion au niveau de la visualisation sur le spot, il faut bien la prendre comme finalement le pilotage de l'éclairage. Pas longtemps à 1, ça éclaire pas beaucoup, longtemps à 1, ça éclaire beaucoup. Et maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, regardez, avec mon GBF, vous le voyez le palpitement là? Je fais varier l'amplitude de l'entrée à très basse fréquence. Conclusion, après amplification, ça varie puisque c'est une basse fréquence, ça passe dans les graves. Et là, vous voyez ce qui se passe au niveau du rapport cyclique, oui ou non? Et bien sûr, quand le rapport cyclique varie, l'éclairage varie d'intensité. Non? Ouais. Conclusion, la MLI, c'est bien ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que j'insiste, parce que c'est un truc qui est utilisé, mais dans tous les domaines. La MLI, c'est bien, on transforme une information qui est ici, l'amplitude du grave, l'amplitude du grave est codée et dans une variation d'amplitude de tension, on la transforme en une variation de durée. Et la variation de durée obéit à la variation d'amplitude. Ça, c'est ce que fait la carte numéro 2. Elle transforme la variation d'amplitude en variation de durée. Et si j'accélère le GBF, vous voyez que je fais varier de plus en plus rapidement. Vous faites varier quoi? L'amplitude. Ah oui, ouais, ok, ça marche. D'accord? Et là, vous le voyez, le spot, comment il papille. Là, maintenant, il réagit à la variation d'amplitude, mais là, c'est de la variation lente. Hein, donc, on le voit parce que ça ne varie, vous voyez le rythme, ça varie très lentement. C'est à peu près 1 fois par seconde. Poup, 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 poup. Je chante pas, hein. D'accord? Et si je fais plus rapide, évidemment, ça varie de plus en plus vite. Et on voit bien que la variation d'amplitude se transforme en variation de rapport cyclique. Qu'est-ce qui fait justement que la variation d'amplitude fait que le rapport cyclique change? C'est ce que fait la carte numéro 2. C'est par un programme informatique qu'on arrive à faire ça facilement. Ah oui, ok, ouais. Oui, effectivement, parce que de base, on peut se dire, ouais, mais c'est quand même balèze de faire ça, de transformer une variation d'amplitude de tension en une variation de temps. Ouais, n'est-ce pas? Mais c'est effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire électroniquement, et c'est pour ça qu'on a développé en réalité là tous les petits microprocesseurs, les cartes machin là, les Arduino et compagnie. En réalité, on les a pas fait pour que des élèves s'amusent en terminale à faire clignoter des LED, ou que même nous on s'amuse à faire un spot pour faire la fête.
En réalité, ça a été développé pour que les industriels puissent facilement équiper des montages, des systèmes avec cette propriété-là, cette facilité-là. Et c'est ce que vous apprendrez lors de la carte 2, comment informatiquement, un petit peu électroniquement, mais surtout par programmation, comment on va pouvoir, grâce au microcontrôleur, faire cette variation, faire cette transformation de variation d'amplitude en volts en variation de durée. C'est bien sûr, c'est ce que vous faites en SIN, avec des cloques. Tout se rejoint, hein, messieurs. Hein. C'est pas anodin. D'accord? Vous avez d'autres questions? Vous comprenez bien maintenant ou pas? Oui. Mais monsieur, comment ça fait un transistor pour fonctionner du coup, vu que c'est comme un relais, mais Alors, ça bouge pas physiquement? Alors aujourd'hui, je vous fais vraiment, voilà, je vous fais une démonstration en réel pour que vous compreniez bien visuellement l'objectif de l'ensemble des 3 cartes. Je vous ai parlé un petit peu du transistor, on va dire que j'ai mis une première couche de compréhension, mais le transistor, vous allez l'étudier davantage dans les cours d'ENR. Vous rentrerez un peu plus et davantage dans le détail du fonctionnement même de sa fabrication lors de l'étude de la carte 3. Pareil pour la création de la MLI par la carte numéro 2. Voilà, là voilà, j'espère que ça apporte une illustration concrète de qu'est-ce que c'est. Et c'est quelque chose que vous faites déjà en SIN 1, que vous allez revoir dans d'autres matières et qui fera partie d'une étude plus approfondie lors de la réalisation et de la programmation de la carte 2. D'accord? Ok, merci. Hein, ta question est très intéressante, mais on va dire patienter. Je suis très heureux de voir que vous êtes curieux et impatient de savoir comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il faut tout travailler en temps et en heure et être patient parce que les choses vont se débloquer et vont venir petit à petit sur vos 2 ans d'études ou 3 ans d'études chez nous. Hein? Dans moins d'1 an, vous serez déjà maître de la MLI. Là, vous la voyez, la sinusoïde que j'envoie. Et vous voyez maintenant quel est le spot qui s'allume? C'est l'autre spot, alors que le grave ne s'allume plus. Par contre, je baisse la fréquence. Et là... Monsieur, Oui, au moment où il y avait, on va dire, une belle sinusoïde, oui. on n'avait pourtant pas des courbes au début, pour les 2 premiers signaux. Je trouve Oui, ça. c'est parce que l'oscilloscope n'est pas synchronisé. Ah, d'accord. D'accord? Non, là, ce que je veux vous montrer, c'est que, regardez, je suis en basse fréquence. Alors, je vais le synchroniser sur la basse fréquence. Vous le verrez mieux, mais après, vous allez moins voir la MLI. Hein, c'est ça le souci, entre guillemets. On peut voir l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps, comme il faut. D'accord? Donc là, vous voyez, je suis avec des basses fréquences. On voit que la basse fréquence, donc là, entre là et là, c'est entrée de la première carte, sortie de la première carte. Et là, on est d'accord que les graves, comme c'est des basses fréquences, traversent le spot, la carte numéro 1, et du coup, il y a de l'amplitude, du coup, il y a de la MLI, du coup, le spot est allumé. Oui? Et quand j'augmente la fréquence, regardez, l'entrée n'a pas varié d'amplitude, mais que fait la sortie de la carte numéro 1? Elle passe à 0. Et ça montre quoi? Eh bien, ça montre bien que la carte numéro 1, elle fait, on avait parlé de ce que ça allait faire, hein. Ça fait un filtrage du 3e ordre, et donc, ça garde vraiment que les graves, et hop, dès que ça monte un peu trop en fréquence, il n'y a plus rien qui sort, et conclusion, le spot ne s'allume pas, puisqu'il n'y a pas de basse fréquence. Par contre, quand je continue à monter la fréquence, maintenant, il y a des hautes fréquences, donc des aigus, donc cette amplitude, je peux changer momentanément, vous voyez. Là, c'est des aigus. Ah oui, les aigus, eux, ils traversent la partie de traitement aigu. Là, j'ai basculé sur la sortie, filtrer les aigus, garder les aigus.
Là, je suis sur garder les graves. Voilà, quand il y a des aigus, sur la sortie grave, il n'y a pas de signal. Sur la sortie aiguë, il y a du signal. Les conclusions, comme on fait un traitement séparé, hein, d'un côté les aigus, de l'autre côté les graves, eh bien, il n'y a qu'un seul spot, qui s'allume, soit pour les aigus, ici les aigus, soit pour les graves. Il n'y a pas de questions? Et juste, comme sur la première carte, on fait la séparation entre grave et aigu. Oui. Après, sur chaque carte, il y a un chemin pour Pour les graves. signal grave. Oui. Et un autre chemin pour le. Ok, d'accord. Oui, c'est très parallèle, en fait. Tu vois, voilà, vous voyez. Donc là, il y a une partie qui fait les graves et une partie qui traite les aigus. Comme vous m'avez demandé la dernière fois, c'est fait en parallèle. Hein, le même son, il est pris pour passer dans les graves, et le même est pris en parallèle, pas en série. Parce qu'évidemment, si tu fais passer le son dans le filtre où il reste que les graves, et qu'après tu le fais passer dans un filtre qui garde que les aigus, dans le son où il n'y a plus que les graves, il n'y a plus de aigus. Donc à la sortie de deuxième, il n'y aurait plus rien. On est d'accord? Ouais. Donc c'est fait en parallèle. Donc là, bon, pour une raison de facilité de routage de la carte, au lieu d'être fait en parallèle comme ça, ils sont faits en parallèle comme ça. Ensuite, c'est séparé en deux, grave et aigu. C'est traité de manière séparée par la carte, c'est-à-dire que la carte fait 2 fois la même chose, mais elle le fait une fois sur l'amplitude des graves et une fois sur l'amplitude des aigus. Et ici, on voit bien à nouveau le parallèle, un transistor en bas qui fait marcher un spot pour les graves et un transistor en haut qui fait marcher un spot pour les aigus. On double, la réalisation et la conception. Sinon, on n'aurait pas cette possibilité de séparer correctement les graves et les aigus. Ok. Et il n'y a pas de latence avec la carte, puisqu'il n'y a qu'une seule carte pour traiter les deux signaux. Il n'y a pas de retard. Il pourrait y en avoir, mais évidemment, en fait, ce qui se passe, c'est que la carte qui est ici, elle fonctionne, donc c'est un calculateur, hein. Bon, il doit avoir, je ne sais plus exactement quelle est la fréquence de sa cloque interne, mais c'est plusieurs mégas, plusieurs dizaines, voire centaines de mégas. Enfin voilà, tu vois, c'est plusieurs mégas. Donc, il est capable de faire plusieurs millions d'opérations par seconde. Et conclusion, il y a une latence forcément, puisqu'entre le moment où ça arrive et le moment où ça ressort, il y a le temps que met le microcontrôleur à calculer et à traiter le son. Sauf que vous comprenez bien qu'il va tellement vite que cette latence est imperceptible. Ok, ouais, ça marche. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se contente de 1000 Hz. Vous voyez, au niveau de la MLI, on a une fréquence de 1000 Hz, ce qui fait qu'effectivement, lui, 1000 Hz, c'est 1000 résultats par seconde. Avec un calculateur qui fait 10 millions de calculs par seconde, on peut lui faire même 50 opérations, ça sera encore insignifiant. Bon, on va se remettre un peu de musique quand même, hein, pour qu'on puisse résumer et terminer là-dessus. J'allais le demander. C'est vrai? Alors, ouais, je peux essayer autre chose que Daft Punk, mais bon, le Daft Punk, il a l'avantage de bien fonctionner. Musique. Donc regardez, on voit la musique d'origine et on peut percevoir les variations très rapides, c'est les aigus, et une onde lente qui est dessus, c'est les graves. Et voilà la sortie après filtrage des graves. On voit bien que les variations rapides ont disparu et qu'il reste que la variation lente, les graves. Ouais. Et que maintenant, cette musique qui varie comme ça, qui bat, eh bien, c'est le rapport cyclique qui bat comme ça. D'accord? Du coup, le spot qui bat au grave. Et la même chose avec les aigus, où ça peut paraître
où ça peut paraître un peu plus confus, mais c'est parce que les aigus, vous avez et la voix qui le fait réagir et les instruments comme les caisses claires ou les guitares électriques aiguës. Monsieur? Oui. Et en fait, quand l'état, par rapport au rapport cyclique, quand l'état il est à 0, c'est Oui. à ce moment-là que le grave il s'active. Non, là c'est la commande MLI. Donc sur la commande MLI, c'est quand il y a 0, le spot ne s'allume pas, et quand il y a 1, le spot s'allume. Ah, ok. Parce que là, j'ai enlevé la sortie sur le spot, j'ai remis ce qui sort de la carte 2, c'est-à-dire le pilotage de l'interrupteur, qu'il faut donc comprendre comme il n'y a rien, c'est éteint, il y a quelque chose, c'est allumé. Et on va le revoir, tu vas voir, on va le revoir. Là, il n'y a pas de grave pour l'instant, vous voyez, il n'y a que la musique, un petit avec la voix. Il y a une petite vague de grave, mais elle est très faible, donc pas suffisante pour faire marcher le spot. Tout ça, on l'a réglé grâce au programme. C'est l'avantage aussi, par programmation, on peut définir des zones de sensibilité. Après, avec le potentiomètre, on varie. Pardon? Après, avec le potentiomètre, on peut faire varier cette zone de sensibilité. Une variation de sensibilité générale, mais après, on peut jouer sur le programme et vraiment avoir une courbe de réaction pour optimiser. Les meilleurs et les plus rapides d'entre vous pourront s'amuser à essayer d'obtenir un programme plus performant que ce que l'on a là. Et pour l'instant, il n'y a que des aigus. Voilà. Et là, les graves arrivent. Hein, voyez, quand il est... regardez, hein. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. À chaque fois qu'il y a un battement, on voit la MLI qui fait clac. Et du coup, le spot qui flash au battement. Non? Après, avec le décalage, c'est un peu difficile à voir, mais j'ai compris l'idée. Ouais, oui, voilà, c'est ça le problème, c'est que là, c'est le temps de latence de la transmission Internet qui fait que c'est peut-être pas aussi flagrant. C'est pour ça que je vous disais, eh bien, pendant la semaine prochaine, vous allez être là à l'IUT. Je vais essayer de venir assez régulièrement et puis je vais le laisser même en place pendant quelques temps. Et les étudiants curieux qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de voir ce côté fun que ça peut avoir, qui veulent le voir en live, eh bien, ce sera l'occasion. Et puis, de toute manière, sinon, si on n'a pas l'occasion de se croiser et que ça manque une démonstration réelle, à nouveau, il suffira de patienter à la fin du semestre et puis vous aurez le plaisir que ce soit votre réalisation qui fonctionne bien comme ça et vous pourrez constater que la réactivité est parfaite. Vous trouverez le PDF avec le sujet complet de la carte numéro 1. Et vous avez des liens vers des vidéos YouTube que votre serviteur a préparées pour expliquer comment on réalise une alimentation plus 15, moins 15 à partir d'une alimentation de laboratoire. Et il faudra le faire tel que c'est expliqué. Et si votre prof dit utilisez les plus 15, moins 15 de la paillasse, vous faites non. Je fais ce que M. Zapata a dit, c'est câbler une alim plus 15, moins 15 à partir d'une alim de laboratoire. Vous avez une vidéo qui vous explique les consignes, les ordres sur la bonne manière d'utiliser une plaque d'essai pour faire un test. Et une vidéo qui vous explique comment mesurer rapidement, facilement et précisément une bande passante à moins 3 décibels. D'accord? Ces vidéos, vous pouvez attendre de démarrer la séance pour les regarder. Voilà, pareil, elles ne sont pas longues. Hein. La première, elle doit durer 5 minutes. Celle-là, c'est peut-être la plus longue, elle doit faire 20 minutes. Puis celle-là, elle dure 10 minutes. Bon, voilà. Ou vous pouvez aussi, bien sûr, jeter un coup d'œil sur le sujet. Je vous y invite fortement à jeter un coup d'œil sur le sujet, à faire une première vision des 3 vidéos, histoire d'arriver avec un maximum, voilà. Après, vous pouvez rejeter un coup d'œil sur le moment pour être sûr de rien oublier.
et d'être un maximum efficace et de perdre un minimum de temps et donc d'être capable, dans le nombre de séances qui sont attribuées, de réaliser chaque carte correctement et d'avoir à la fin un super joli spot disco qu'en plus vous aurez le plaisir de pouvoir garder pour vous à la maison gratuitement. S'il fonctionne. Avec les LED et tout? Alors les LED non, mais ça vaut pas cher, les petits spots. D'accord? Je vous en offrirai avec plaisir, mais c'est qu'on n'en a pas infiniment. Alors que tout le reste, les parties électroniques, on a acheté de quoi à ce que chaque étudiant en ait une. Carte embed comprise. Mais pour ça, il faudra que ça fonctionne. D'accord? Challenge? Ok. Vous pouvez y aller et je vous souhaite un bon week-end. Je t'en prie. Bon Sylvia. week-end. Bon week-end, monsieur. Au revoir. Bon week-end. Au revoir, bon week-end. Au revoir. J'apprécie vos petits compliments, ça me fait plaisir. Ciao.